Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast HNU. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Pierre Biocky. Salut Pierre. Salut Arnaud, merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. Merci. Ça me fait super plaisir de t'avoir. On entend beaucoup parler de toi dans les locaux éthiques, dans les couloirs. Et pour commencer, voilà, je vais te laisser une petite minute pour te présenter, pour présenter qui tu es et quelle est ton activité. Bien sûr. Donc, moi c'est Pierre, je suis un ancien éthicien de la promotion 2016 et je suis le cofondateur et CEO de Strapi. Donc, avant éthique, moi j'ai fait une école de commerce pendant laquelle j'ai travaillé 2 ans en alternance dans l'immobilier. Donc, à 19 ans, je vendais des maisons, ce qui était complètement différent. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu l'envie d'entreprendre. Et j'avais la possibilité de continuer mes études en master, donc dans une école de commerce généraliste, ou de me spécialiser. Et à ce moment-là, je me rendais bien compte que le futur allait vraiment être sur le digital, sur Internet, dans les applications mobiles. Donc je me suis dit que si je voulais entreprendre, c'est dans cette direction-là qu'il fallait aller. Je m'intéressais déjà aux nouvelles technologies et je voulais vraiment être à même de pouvoir créer mes propres produits. Donc, j'ai rejoint Ethic en 2013, voilà, Ethic, donc que j'ai rencontré justement en regardant les perspectives que je pourrais avoir suite à mon école de commerce. Il y avait à la fois de la technique, mais il y avait toujours ce côté un peu business, marketing, entrepreneuriat qui me plaisait beaucoup. Et donc, quand je suis arrivé à Ethic, moi, j'ai vraiment mis le nez dans le code pour apprendre à développer. J'ai fait un stage en troisième année, donc je suis arrivé directement en troisième année. Donc, à la fin de ma troisième année, j'ai fait un stage chez Checkout.com, qui est une solution de paiement à Londres. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup en freelance. Et c'est en travaillant en freelance sur certains projets, notamment avec mes deux cofondateurs, qu'on en est arrivé à Strapi. Super. Quelle belle évolution, en tout cas. Euh, c'est un parcours voilà, qui n'est pas forcément linéaire. Voilà, t'as eu plusieurs expériences avant d'en arriver là. Tu as testé plusieurs choses. Tu es allé à l'étranger aussi. Et ça, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai une question à te poser pour ceux qui ne connaîtraient pas Strapi. Qu'est-ce que vous vendez et pourquoi est-ce que je devrais acheter votre produit? Quels sont les avantages vis-à-vis des concurrents sur le marché? Alors, Strapi, c'est un Content Management System, CMS. C'est un type de logiciel qui permet aux entreprises, aux individus de gérer ce qu'elles vont afficher sur leur site internet. Donc, quand vous allez sur un site internet, vous allez voir des images, du texte, des vidéos. Tout ça, c'est mis à jour quelque part. Et c'est mis à jour justement dans un outil qui s'appelle un CMS. Ce type d'outil existe depuis des années. Ça a été créé dans les années 90, au début d'Internet. Les CMS traditionnels, donc les CMS qui ont été créés il y a assez longtemps, sont très pratiques pour gérer du contenu sur un site internet. Sauf que maintenant, le contenu, il doit être également géré dans des applications mobiles, potentiellement dans des objets connectés. Et même la manière de créer un site internet a beaucoup changé au cours des dernières années. Les développeurs utilisent des frameworks front-end. Je vais éviter les langages trop techniques, mais ce sont des technologies qui permettent de construire la partie visible du site. Et toutes ces technologies-là sont faites pour se connecter à des API. Et donc, les CMS traditionnels ne savent pas répondre à tous ces nouveaux besoins. C'est vraiment ça qu'il faut en retenir. Et donc, ce besoin a donné naissance à un nouveau type de CMS qui s'appelle le Headless CMS. On l'appelle le CMS sans tête, dans le sens où le CMS ne s'occupe plus vraiment de créer le site internet, mais uniquement d'en gérer le contenu. Voilà, ce qui est vraiment la nature même d'un CMS. Quand on regarde le nom, Content Management System, voilà, ça devrait se résumer purement à la gestion de contenu. Et donc le Headless CMS permet justement de se concentrer sur la gestion de contenu et il va rendre le contenu accessible à n'importe laquelle de ces nouvelles plateformes. Et ceci, ça se fait via une API, donc Application Programming Interface, qui est une sorte un peu de prise universelle à laquelle l'application mobile ou le site internet ou la montre connectée ou l'écran connecté va venir se connecter pour récupérer le contenu et l'afficher à sa manière. Donc ça, c'est Strapi, c'est un headless CMS. Il existe d'autres headless CMS sur le marché, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. C'est toujours important d'avoir de la concurrence. La spécificité, donc on va plutôt dire la deuxième spécificité de Strapi, c'est que Strapi est open source.
C'est-à-dire que l'intégralité du code du produit est public, disponible gratuitement. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait de manière publique. On a des contributeurs qui ont ajouté des lignes de code, qui ont participé au produit. Donc, on a vraiment une énorme communauté de dizaines de milliers d'utilisateurs qui utilisent évidemment l'outil, mais aussi qui y contribuent. Et le fait d'avoir un outil open source, c'est extrêmement important pour les grandes entreprises parce que, on va dire que l'inverse de l'open source, c'est le logiciel propriétaire qui est souvent offert via la forme d'un SaaS, Software as a Service. Et donc, les grandes entreprises, elles doivent, pour des raisons de, de data privacy, elles doivent héberger leurs outils sur leur propre serveur. Et ça, c'est possible uniquement avec l'open source. Et puis, elles ont aussi souvent des besoins de personnalisation, où elles vont devoir personnaliser le CMS selon leurs besoins. Et ça aussi, c'est possible uniquement avec l'open source. Donc, c'est vraiment comme ça que Strapi se positionne. Super. J'ai envie de lier un peu les différents points. Dans ta présentation, tu me dis que quand tu as été éthicien, quand tu as commencé, quand tu es rentré en troisième année, tu t'es rapidement spécialisé, tu t'es concentré majoritairement sur le dev, et assez rapidement, tu es passé en freelance. Est-ce que pendant cette période de transition où tu t'intéressais énormément à tout cet écosystème-là, est-ce que toi-même tu étais présent dans l'écosystème open source qui existe autour du dev, ou est-ce que c'était pas forcément ta voie de priorité? J'ai envie d'essayer voilà, d'essayer peut-être de comprendre et de lier un peu ces différents points. Alors, le freelance, j'y suis arrivé à la suite de mon stage de troisième année. Parce que mon stage se terminait, mais l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage voulait qu'on continue à travailler ensemble. C'était soit j'arrêtais mes études, ce à quoi j'ai pensé, mais je suis ravi d'être allé jusqu'au bout du cursus parce que j'ai appris plein d'autres choses par la suite. Et soit je continuais à travailler en freelance pour eux, soit j'aurais pu arrêter complètement, hein, mais il se trouve que ça se passait très bien, donc je continuais à travailler comme ça en freelance pour eux. Et c'est de fil en aiguille, de projet freelance en projet freelance, que le besoin d'un nouveau CMS, d'un nouveau type de CMS s'est fait sentir. Donc ces projets, je les réalisais notamment avec mes cofondateurs et on a vu les limites des CMS traditionnels. C'est là qu'on s'est dit, on a besoin de quelque chose de nouveau. Il faut un CMS qui soit multiplateforme. Donc ça c'est plus pour le côté création du projet. En ce qui concerne les communautés open source, en toute transparence, j'étais pas vraiment impliqué dans des projets open source. Par contre, ce qui est certain, c'est que mes cofondateurs et moi-même, on utilisait énormément de technologies open source. Euh, pour nous, le développement, c'était utiliser des solutions open source. Ça nous donnait une flexibilité incroyable. On avait vraiment le contrôle sur ce qu'on faisait. Et en fait, quand on a créé Strapi, bon, on l'a utilisé pour nous dans un premier temps, mais quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir ce besoin, quand on a décidé de rendre l'outil public, accessible à des autres personnes, je crois on y a peut-être pensé, mais on s'est vraiment pas étalé sur l'option de proposer l'outil sans le rendre open source. On utilisait déjà des CMS traditionnels. Tout ce qu'on utilisait était open source. Donc pour nous, c'était juste une étape logique et l'avenir enfin la suite a prouvé que c'était la bonne manière de diffuser ce type d'outil. C'était la suite logique de tout ça. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est bien Jim, ton associé aujourd'hui, le cofondateur de Strapi, Jim Laurie, qui lui aussi est un ancien éthicien, qui est arrivé donc en 2013. Donc, vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure? Quels ont été les points et les key points, je dirais, de, de votre association? Comment vous avez dit, bon, allez, on se lance? Puisque pour préciser, Jim, qui est aujourd'hui donc cofondateur et CTO hein, de la boîte, tu me dis si je ne dis pas de bêtises, comment votre association est née et qu'est-ce que toi tu retirerais de ce choix d'association? Est-ce que tu aurais voilà, des conseils si éventuellement deux personnes souhaiteraient se lancer?
Eh bien, en réalité, j'ai deux cofondateurs qui sont les deux éthiciens et on était les trois dans la même promotion. Donc, en effet, il y a Jim qui a le rôle de CTO chez Strapi. Il y a également Aurélien Georget qui a le rôle de CPO pour Chief Product Officer. Donc, Jim s'occupe à l'heure actuelle vraiment du support, de rendre nos utilisateurs successful. C'est-à-dire qu'il fournit tout ce qui est support, documentation, comment apprendre Strapi, comment avoir un usage avancé de Strapi. Et puis Aurélien, lui, va être beaucoup plus sur les sujets roadmap produit et création des nouvelles fonctionnalités. Et donc, comment est-ce qu'on en est arrivé à là? C'est vraiment via ces projets freelance qu'on a réalisé ensemble. C'est aussi un travail d'équipe. Il faut savoir il y a eu même d'autres personnes aussi dans les premières phases du projet. On n'était pas que les trois, on était plus que ça à certains moments. Et ça, c'est un point important aussi quand on crée des projets, notamment éthiques. Bah voilà, c'est les premiers pas. Au début, il y a des personnes qui vont s'accrocher à l'aventure, d'autres moins. Et voilà, faut être aligné sur la vision. C'est des sujets qui sont pas du tout faciles. Et puis, Et c'est des sujets, si je peux me permettre, c'est des sujets qui sont majeurs, hein. Je pense que être aligné dans une vision d'une boîte, c'est pas grave de pas forcément être aligné, mais il faut savoir aussi, voilà, garder les personnes qui le sont. Je pense que ça, c'est un point majeur et c'est quelque chose qui peut être intéressant, voilà, pour chacune des personnes qui nous écoutent. Le fait, voilà, c'est pas forcément grave de pas être aligné sur une vision d'un projet. Le principal étant, je pense, de s'en rendre compte et de prendre la décision, voilà, de continuer ou non suivant la vision qu'on a. exactement. Et nous, on avait justement un quatrième cofondateur dont je peux citer le nom, Loïc Saint-Roch, sans qui on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui, voilà, qui était vraiment au cœur du projet. Finalement, voilà, on a choisi de prendre des directions différentes et voilà, donc c'est parfois des décisions qui sont nécessaires. Mais en effet, ce sont des sujets qu'il faut éclaircir dès le début, qui ne sont pas simples du tout. Surtout quand bah voilà, c'est la première aventure entrepreneuriale. Euh, mais c'est en effet des choses qui doivent être éclaircies dès le début. Et puis une fois enfin, et c'est entre guillemets que le début, c'est-à-dire que une fois qu'on se dit bon, allez, c'est bon, on y va, eh bien, il va se passer plein d'étapes avant que, ne serait-ce peut-être qu'on crée officiellement la société, parce que déjà on va créer un peu l'outil en tant que projet, voir un petit peu s'il y a des utilisateurs qui sont prêts à l'utiliser. Et puis une fois qu'on sent qu'il y a une vraie traction des utilisateurs qui se disent ah oui, c'est vraiment bien, éventuellement je suis prêt à payer pour ça. Donc là, on va se dire bah ouais, il faut créer une société, on va vraiment s'associer. Et à partir de ce moment-là, les rôles vont se dessiner. Et puis, quand on commence à recruter des personnes aussi, les rôles des cofondateurs se dessinent au fur et à mesure dans le temps. Donc, nous, on a vraiment cette chance d'avoir trois rôles qui se sont bien distingués au fur et à mesure du temps. On a chacun nos responsabilités. Et en même temps, on est extrêmement soudés puisqu'on se connaît depuis très longtemps et on se complète très bien, ce qui est une très grande force. Bah, écoute, j'en profite pour saluer Loïc et Aurélien Georget, Loïc Saint-Roch et Aurélien Georget. Moi, j'avais quand même envie de revenir parce qu'il y a eu une sacrée avancée pour Strapi en 2020, malgré la situation que l'on connaît aujourd'hui. Le JDN a titré, et je les cite, Strapi lève 10 millions de dollars pour devenir le nouveau WordPress. Euh, j'ai envie de savoir euh, en quoi est-ce que ça, c'est un élément déterminant pour l'entreprise et qu'est-ce que vous allez en faire? Quelle est votre projection à court, moyen, long terme? Voilà. Est-ce que vous avez une idée de potentielles ambitions que vous avez? Et si oui, à quel terme? Plutôt, je pense que c'est un projet qui va s'étendre dans le temps, mais dis-moi si je me trompe. Alors, je confirme que c'est un projet qui va s'étendre dans le temps. Et si WordPress a été cité dans ce titre, et je précise que WordPress est le CMS le plus utilisé au monde, il propulse accessoirement 30% des sites internet dans le monde.
c'est justement parce que c'est notre ambition. C'est d'être le nouveau WordPress, le WordPress des temps modernes et des besoins qui sont ceux qui sont à l'heure actuelle. Donc, cette levée de fonds, c'est en réalité la troisième de notre existence. On a fait une première levée de fonds en 2018, une autre en 2019, et cette année, c'était prévu donc cette année en 2020, c'était prévu qu'on lève plutôt en fin d'année, et Index Ventures, qui est un excellent fonds international, donc un excellent fonds d'investissement dont la spécialité est d'investir dans des sociétés à forte croissance et qui a déjà investi dans d'autres projets open source qui ont très bien réussi, eh bien, voilà, on était déjà en contact. Ils nous ont contactés en janvier et nous ont dit on croit énormément en Strapi, on veut investir. Est-ce que vous avez un peu de temps pour qu'on en discute? À ce moment-là, on n'était pas du tout ouvert à lever des fonds. Hein. Ça faisait 6 mois qu'on avait levé des fonds. Euh, et c'était pas du tout un sujet pour le moment. Il faut savoir que lever des fonds, c'est à la fois un sujet qui coûte de l'argent entre guillemets en termes de capital, puisqu'un nouvel investisseur va prendre un certain pourcentage dans le capital de la société. Et puis c'est aussi un coût en termes de temps, puisque lever des fonds, ça prend toujours du temps. Alors il y a toujours cette phase de recherche de fonds qui est la plus complexe. Il se trouve que sur cette levée, il n'y en a pas eu puisque c'est le fonds d'investissement qui nous a contactés. Après, il y a toute une phase de négociation, une grosse phase juridique aussi, où voilà, c'est beaucoup d'administratif, hein, puisque voilà, les enjeux sont quand même de taille. Donc c'est comme ça que s'est passé cette levée de fonds. À ce moment-là, moi j'étais à San Francisco. J'ai fait 2 rendez-vous à 4 jours d'écart. Ils nous ont donné leur accord. On a négocié, on a beaucoup négocié par la suite. On est tombé sur un accord et la levée de fonds s'est terminée. Alors la levée de fonds, c'est pas terminé tout de suite. C'est-à-dire que dans une levée de fonds, on signe une term sheet qui est un document qui résume les principales clauses de la levée de fonds, mais en soi, ce n'est pas tant engageant que cela. Ensuite, on entre vraiment dans la phase juridique, et c'est cette phase juridique qui dure entre 1 et 2 mois, et qui s'est terminée au début du confinement. C'est-à-dire que on a vraiment vu le vent tourner entre le moment où on a signé la term sheet et le moment où on a vraiment closé, donc signé la levée de fonds. Et c'était un moment assez stressant dans le sens où au début, on était juste ravis de signer cette levée. Et puis quand on a vu la pandémie qui prenait de l'ampleur, les premiers confinements dans certains pays, puis un confinement en France, on s'est dit oula, il va falloir aller très vite parce que les fonds d'investissement, voyant que le marché, enfin tous les marchés au niveau international sont impactés, ils peuvent éventuellement se retirer avant que la levée soit complètement signée ou en changer les clauses. Et donc ça a été une étape super intense qui a demandé beaucoup beaucoup de travail. Mais voilà, nos investisseurs sont tout à fait restés sur ce qu'ils nous avaient proposé initialement. Et puis la levée, c'est finalement signé toute fin mars, tout début avril. Donc on était dans le confinement, mais voilà, ça s'est très bien terminé. Pourquoi est-ce qu'on a levé des... Je voulais juste d'abord vous féliciter pour cette levée. 10 millions de dollars, c'est quand même une somme conséquente. Euh, mais c'est vrai, je voulais surtout pas te couper. Je vais te laisser prendre la parole sur justement qu'est-ce qui vous a poussé, alors même que ça faisait 6 mois que vous veniez de lever une précédente somme, qu'est-ce qui vous a dit, bon bah, ok, on re-signe ce contrat et on va lever une somme pareille. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? En un mot, je dirais que c'est accéléré. C'est-à-dire que euh, on est dans un secteur qui évolue très vite. Et c'est le cas souvent des secteurs où il y a beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs concurrents qui vont venir se placer parce que la tendance, il y a une vraie tendance dessus, il y a une vraie opportunité. Donc dans ces cas-là, il faut aller vite, il faut recruter rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit on y va maintenant, et puis comme ça on gagnera du temps justement sur notre croissance. Euh, et donc on est ravi de l'avoir fait. Ça nous a permis justement de recruter dans cette période de Covid, là où d'autres acteurs devaient plutôt serrer les budgets. Donc ça a été une vraie opportunité pour nous.
Et là, les objectifs à court terme, donc nous, on avait un sujet de monétisation, c'est-à-dire que jusqu'à juillet de cette année, donc même après la levée, on ne faisait absolument pas de chiffre d'affaires. C'était un choix très stratégique d'investir, de faire grandir uniquement la communauté d'utilisateurs. Et donc, voilà, un des éléments pour lesquels pour lesquels on a levé, mais de toute manière qu'on voulait atteindre, c'est justement avoir nos premiers clients. Et de manière générale, à moyen et long terme, c'est recruter et c'est propulser enfin faire en sorte que Strapi propulse un maximum de projets. C'est vraiment comme ça qu'on mesure notre impact, et c'est vraiment notre mission de rendre le partage de contenu accessible à n'importe qui. T'as dit quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez quand même une stratégie assez surprenante. Euh, Aucun chiffre d'affaires jusqu'en juillet dernier, alors que l'aventure a quand même démarré depuis quelques années maintenant. Euh, Maintenant, vous avez cette souplesse. Donc, cette levée de fonds vous a permis d'avoir cette souplesse. Et ça, je pense que c'est important de montrer que quand bien même une boîte commence petit à petit à réussir et à bien tourner, il y a des décisions qu'il faut prendre et celle-là en fait partie. Et ça, je pense que c'est un point majeur. C'est-à-dire que ça a été votre décision et vous l'avez assumé ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, avec la croissance que vous avez, les différentes levées de fonds, avec les différents fonds d'investissement, notamment le dernier Index Ventures, vous avez cette possibilité voilà, d'avoir de la rentabilité. Ça, je pense que c'est intéressant. C'est important de le dire. Ce sont des décisions d'entreprise qu'il faut prendre. Et celle-là est majeure. Et je voulais juste revenir sur un petit terme que tu as dit tout à l'heure, term sheet, de manière générale, un term sheet, pour résumer très brillamment, c'est juste un document qui est très court et qui synthétise finalement voilà, les principaux termes d'un contrat. Voilà, c'était juste pour un petit éclairage. Euh, je vais enchaîner avec une autre question. Euh, Tous les cofondateurs, même celui qui est parti, celui qui n'est plus, ont eu un lien avec l'école éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère de la boîte, dans la manière avec laquelle vous gérez vos employés, dans la manière avec laquelle vous déployez vos projets, dans la manière avec laquelle vous réfléchissez, est-ce qu'il y a encore cette partie-là qui vous a lié à l'école, que vous avez appris à l'école, que vous avez ressenti dans cette école à Montreuil? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous continuez à le perpétuer? Oui, indéniablement, et je pense qu'on le fait inconsciemment. Nos études nous paraissent loin en arrière, et pourtant je pense que éthique est toujours un peu avec nous. C'est-à-dire que on apprend, enfin, on développe beaucoup de force en étudiant éthique. Je pense qu'une de nos plus grandes forces, c'est d'être extrêmement pluridisciplinaire. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément servi au début de Strapi, puisqu'on était très peu. Et donc, parfois, il fallait faire du design, parfois, il fallait faire du développement. Il fallait très souvent faire du développement. C'était ce qu'on faisait indéniablement le plus. Et puis, il fallait aussi faire du marketing. Il fallait faire un peu de, enfin, d'entrepreneuriat, de business également. Quand on a dû aller lever des fonds, eh bien, c'était un nouveau sujet pour nous. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce côté pluridisciplinaire, sortie de zone de confort, flexibilité. Voilà, quand on a dû aller chercher des fonds, eh bien, on n'avait jamais fait de levée de fonds. Donc, on s'est renseigné et ça nous a pas fait peur. Au contraire, on s'est dit, bah, ok, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? On a contacté des personnes, on leur a demandé comment ça se passait, et puis on s'est lancé. Ça nous a pas fait peur. Et ensuite, c'était, voilà, on vient de lever des fonds, comment est-ce qu'on recrute? Euh, C'était quelque chose de totalement nouveau pour nous. Mais là encore, on n'a jamais eu peur de ça, et on s'est toujours adapté, et on continue de le faire, puisque maintenant on est 25 dans l'équipe, on va être quasiment 50 à horizon un an, et donc c'est une sortie de zone de confort permanente, et le fait euh, d'avoir étudié à éthique nous aide énormément au quotidien pour toutes ces choses-là. En tout cas, c'est évidemment un sacré scaling à horizon un an, évidemment. Mais tu as dit notamment que votre point fort, ça a été au début d'être capable de toucher à tout, d'avoir ce côté, vous êtes capable, s'il faut développer, s'il faut se lancer dans du dev, d'être capable de le faire. Voilà, au début, quand on lance un produit, évidemment, il faut passer par toutes ces étapes-là quand on est peu. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais me donner
ce qui pour toi représente le point fort de la boîte et à la fois également une des erreurs entrepreneuriales que vous auriez commises. Voilà, sans forcément trop entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui pourrait être aussi une erreur que vous auriez commise qui est important pour, voilà, pour garder un équilibre? Une erreur qui n'est pas forcément, c'est pas forcément grave de faire des erreurs, hein. Au contraire, on apprend énormément, hein, je tiens à le dire. C'est pas du tout mon propos. Alors dans les forces, et ce sont deux de nos valeurs, ce sont l'excellence et la bienveillance. C'est-à-dire que chez Strapi, nous sommes exigeants, enfin, que ce soit au niveau du produit, on veut vraiment qu'il y ait une haute qualité, au niveau des résultats aussi, de la croissance qu'on veut avoir, de tout ce qu'on peut apporter à nos utilisateurs. Voilà, il y a vraiment une valeur d'excellence, d'exigence qui, je pense, vient en partie d'éthique. Et puis également la bienveillance, c'est-à-dire que monter une entreprise, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. On a voilà, des personnes qui nous ont rejoints, on veut s'assurer que tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Et donc ça, ce sont voilà, deux valeurs qui, je pense, sont nos plus grandes forces. Ensuite, au niveau des erreurs, je pense que c'était peut-être plus le fait de ne pas assez s'entourer au départ, de peut-être pas avoir justement la casquette un peu business. Je pense qu'en sortant d'éthique, on a des profils produits, et donc ça va du design au développement, et même en passant un peu par le marketing. Ces sujets-là, on les connaît très bien. Maintenant, monter une société, ça exige beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est comment construire ce réseau, comment le développer, et puis comment justement passer d'étudiant à, on va dire, doueur, dans le sens où on était vraiment les faiseurs, on fabriquait le projet, à être de vrais entrepreneurs. C'est ça. C'est-à-dire ce parallèle entre quand on a la tête dans le cambouis, quand on est à fond dedans, quand on fait, et puis quand derrière, voilà, on devient entrepreneur, tout de suite on passe comme si on passait d'une caméra première personne à la troisième personne. On a une vision différente et quand on est cofondateur et CEO, je pense que c'est important de l'avoir et tu l'as très très bien. Une avant-dernière question, enfin, ce sera une dernière question, la dernière sera plus euh, d'un rôle de recrutement. Une dernière question que j'ai, c'est si tu avais quelques conseils, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, que tu pourrais donner à des éthiciens qui auraient cette envie d'entreprendre, qui disent, voilà, moi j'ai envie euh, d'être d'être le prochain Strapi, pas forcément dans le même domaine, mais d'avoir la réussite qu'a Strapi aujourd'hui, j'ai envie de l'être. Si tu aurais un ou deux conseils à donner à ces jeunes éthiciens-là qui ont cette envie et cette profonde flamme entrepreneuriale, mais peut-être qui ont encore des points de friction et qui n'hésitent pas forcément encore à y aller. Bien que ce soit pour lancer le prochain Strapi, comme tu l'as dit, ou encore plus, soyez encore plus ambitieux que cela, ou même si vous êtes moins ambitieux, que vous pouvez créer une plus petite aventure entrepreneuriale, ce qui est tout à fait très bien, il n'y a pas de bonne réponse. Le seul conseil que je donnerais, c'est lancez-vous. Lancez-vous. En sortant d'éthique, vous avez la chance d'avoir des profils ultra complets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout faire vous-même. Il y a des profils qui sortent d'écoles de commerce qui doivent faire appel à des ingénieurs pour créer les produits. C'est extrêmement difficile pour eux. Alors que vous pouvez tout faire vous-même. C'est une énorme force. Et en plus de ça, vous n'avez rien à y perdre. C'est-à-dire que à la sortie d'éthique, vous pouvez prendre un, un poste en CDI. Vous aurez sûrement un bon salaire. Mais si vous ne prenez pas ce poste, eh bien, les seuls risques, entre guillemets, que vous prenez, il y a un risque financier, dans le sens où vous allez gagner moins d'argent pendant un moment. C'est un fait. Maintenant, avec la dernière année en alternance, vous allez aussi avoir l'avantage de, de, vous pouvez aussi avoir des aides Pôle emploi sur l'année qui suit éthique. Donc, ça, c'est le risque financier est limité, et surtout il est limité parce que on a la chance d'être dans une industrie où il n'y a pas de gros investissements,
à réaliser au début. On n'a pas besoin d'acheter des usines, des machines pour créer une entreprise. Et ça, je pense qu'on est des premières générations à pouvoir construire des produits avec de si faibles investissements. Donc c'est une vraie chance. Donc le risque financier, il est en réalité très faible. Et le risque en termes de carrière, parce que vous pourriez vous dire, ben, si je me lance et que je me loupe, ma carrière est terminée, j'ai loupé le premier tremplin à la sortie de mes études. Eh bien, rassurez-vous, si ça ne fonctionne pas, ce qui arrive parfois, eh bien, ça se passera quand même très bien. C'est-à-dire que vous aurez énormément appris pendant cette période-là. Vous aurez travaillé en autonomie, vous aurez été extrêmement curieux, vous aurez développé plein de compétences, justement comme la curiosité, comme le surpassement de soi. Et en fait, tout ce que vous avez appris pendant cette période-là va vous aider à décrocher un poste encore bien meilleur que celui que vous espériez à la sortie de l'école. Que de, que de très bons conseils. Merci en tout cas pour ces conseils, Pierre. Je voulais juste terminer pour savoir. En ce moment, donc, vous êtes dans une politique de recrutement. Peut-être que vous recherchez actuellement des stagiaires ou des alternants. Est-ce que tout se retrouve sur le site que je veux dire, strapi.io. On peut avoir toutes les informations pour ça si éventuellement certains éthiciens sont intéressés, c'est ça? Tout à fait. Toutes les offres sont sur le site strapi.io il y a un lien vers le site qui liste toutes nos offres ouvertes, donc vous pouvez y postuler. Super. Eh ben, je pense que le message est passé. En tout cas, l'ensemble de l'école éthique, voilà, est très fier, voilà, de la réussite de ce projet. À titre personnel, voilà, je te remercie pour ton temps, Pierre, et on souhaite à l'ensemble de l'équipe de Strapi toute la plus grande réussite qu'elle mérite. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci infiniment Arnaud, et c'est également à nous de remercier Ethic pour ces années passées dans cette école, pour les locaux qui nous ont été gracieusement prêtés dans les premiers mois, dans la genèse de Strapi, et puis pour tous les conseils qui nous ont été apportés. Voilà, la reconnaissance va dans les deux sens. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. À très vite. Merci.